In 1396, vous êtes prêtre dans les couloirs de pierre glacée de l'abbaye de Westminster. Le froid automnal embue votre souffle tandis que vous empoignez votre livre de prière, captivé par le tourbillon des serviteurs, se préparant à la hâte pour ce que les courtisans évoquent comme un mariage royal sans précédent en Angleterre. La mariée est originaire de France, le prétendent-ils, une princesse, fille du roi Charles. Malgré de nombreuses noces célébrées tout au long de votre service, vous n'avez jamais vu une telle agitation à la cour. Lorsque les majestueuses portes en chêne grincent et que le cortège nuptial entre, vos yeux s'écarquillant de stupeur. Le marié, le roi Richard II, respire la majesté à 29 ans, se tenant droit et majestueux, sa chevelure dorée scintillant sous la lumière qui filtre à travers les vitraux colorés. À ses côtés se tient ce qui semble être une enfant. Atteignant à peine la hauteur de ses épaules, sa main minuscule engloutie par sa main gantée, une jeune fille, peut-être âgée de 6 ou 7 ans, vêtue d'une extravagante robe française, cette princesse ne paraît pas plus âgée que son âge, avec ses cheveux noirs finement tressés et ornés de perles qui paraissent excessives pour sa petite tête. Vous vous adossez à la balustrade de l'autel. Voici Isabelle de Valois, la nouvelle reine d'Angleterre. Au cours de votre vie, vous avez vu des mariés d'à peine 12 ou 13 ans. Les alliances politiques étaient de monnaie courante dans les familles nobles. Après tout, vous comprenez l'époque à laquelle vous vivez. La vie est fugace et imprévisible. La grande peste avait ravagé 50 ans plus tôt, emportant la moitié de la population. Les rois doivent alors forger des alliances tant qu'ils le peuvent. Et les mariages lient les traités plus indélébilement que n'importe quel document ou sceau. Alors que la cérémonie commence, vous observez son visage. Elle semble plus intriguée qu'effrayée, ses grands yeux sombres, absorbant l'opulence qui l'entoure, les majestueuses arches gothiques, les bougies dansantes, la noblesse dans ses plus beaux habits de soie et de velours. Lorsque le roi Richard prononce ses vœux, sa voix est tendre, presque paternaliste. En vérité, il ne s'agit pas d'un monstre contraint d'épouser une enfant, mais plutôt d'un roi honorant les obligations de son royaume en concluant une alliance sacrée avec la France par le mariage. La consommation n'est pas imminente, chacun comprend la situation. La jeune reine sera éduquée et élevée à la cour d'Angleterre jusqu'à sa majorité. De telles pratiques sont monnaie courante. Vous bénissez leur union d'un ton égal malgré l'étrange sentiment qui vous habite en les proclamant mari et femme. Alors que cette petite fille monte sur le trône d'Angleterre, on ne peut s'empêcher de songer à son destin au cœur du monde perfide de la politique royale. Avant de nous plonger dans ces récits d'endurance et de souffrance depuis longtemps oubliés, si vous appréciez de découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de contenu captivant. Et n'hésitez pas à partager votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Il est étonnant de voir comment nous traversons simultanément des récits anciens de diverses régions, reliant le temps et l'espace par notre fascination mutuelle pour le passé. L'union d'Isabelle de Valois et de Richard II n'était pas destinée à être une histoire d'amour. Elle était plutôt l'incarnation de la diplomatie médiévale, une pièce d'échecs manipulée sur un échiquier majestueux pour mettre fin à l'un des conflits les plus sanglants d'Europe, la guerre de 100 ans. Pour déchiffrer le destin d'Isabelle, il faut se plonger dans son milieu de naissance et les influences qui ont façonné sa vie brève et tragique. Isabelle est née le 9 novembre 1389 au Palais du Louvre à Paris, fille aînée de l'un des souverains les plus tourmentés de l'Europe médiévale. Son père, le roi Charles VI de France, était en proie à des accès de folie, ce qui a peut-être perturbé l'éducation de la jeune Isabelle. Les archives historiques qualifient de Charles le Fou, son état le faisant alterner entre une gouvernance compétente et des épisodes de folie, oubliant jusqu'à sa propre identité. Il se croyait de verre ou refusait de se laver pendant des mois, laissant l'éducation de la jeune Isabelle dans la luxueuse mais instable cour de France pleine d'incertitudes. Un jour, il pouvait la bercer, la comblant de cadeaux et d'affection. Le lendemain, elle pouvait le trouver tremblant dans un coin, criant au sujet d'assassinats imminents ou restant immobile pendant des heures, convaincu que le moindre mouvement briserait sa silhouette de cristal. Le personnel du palais retirait précipitamment les enfants lors de ces épisodes, mais la terreur et la perplexité restaient gravées sur le visage de la jeune Isabelle. Sa mère, Isabelle de Bavière, était une femme déterminée qui s'efforçait de maintenir le royaume, tandis que son mari souffrait d'incapacité. Intelligente et séduisante, Isabelle reconnaissait la valeur de ses enfants dans le tissu complexe de la politique européenne. Elle observait attentivement sa fille aînée, sachant que sa beauté et sa lignée royale finiraient par forger une alliance cruciale pour la France. L'époque de la naissance d'Isabelle fut marquée par un conflit quasi permanent. Pendant près de 6 décennies, l'Angleterre et la France furent en proie à une guerre acharnée qui ravagea les deux royaumes. Connue sous le nom de guerre de 100 ans, cette lutte débuta autour des revendications anglaises sur le trône de France.
mais elle évolua vers quelque chose de bien plus profond. Une lutte pour l'identité nationale, la suprématie économique et la suprématie territoriale qui consuma d'innombrables générations. Les hameaux français étaient en ruine sous les assauts anglais. Les nobles anglais dilapidèrent leur fortune en soutenant des entreprises outre-Manche. Les deux royaumes étaient épuisés, leurs caisses vides, leur population lassée de la guerre. Dans les années 1390, des murmures résonnaient dans deux cours paisibles. Mais la paix exigeait plus que de simples paroles. Elle exigeait des liens indissolubles. Dans ce contexte, Isabelle, âgée de 6 ans, se retrouva au cœur de la politique européenne. L'idée d'unir Isabelle à Richard Mus II naquit lors de discussions clandestines entre des émissaires français et anglais en 395. Le cœur de Richard avait été brisé par la disparition de sa première épouse chérie, Anne de Bohême, un an plus tôt. Anne, affectueusement surnommée la bonne reine Anne, était admirée par ses sujets pour sa gentillesse et sa générosité. Sa mort, provoquée par la peste, laissa Richard non seulement endeuillé mais aussi sans enfant, une situation précaire pour tout monarque médiéval. Les conseillers de Richard le pressèrent de se remarier rapidement, mais le roi d'Angleterre se montra d'abord réticent. Son mariage avec Anne était empreint d'une affection sincère, un trait exceptionnel parmi les alliances royales. L'idée de la remplacer lui semblait une trahison de sa mémoire. L'obligation envers le royaume finit par éclipser ses sentiments personnels, poussant Richard à accepter une proposition des envoyés français susceptible de mettre fin au conflit. La suggestion des Français était ambitieuse. Ils proposèrent non seulement la main de la fille aînée du roi, mais aussi une dot de 800 000 francs, une somme inimaginable capable de renflouer considérablement le trésor anglais ravagé par la guerre. Plus important encore, ils proposèrent une trêve de 28 ans, laissant amplement le temps à toute une génération de mûrir sans connaître les horreurs de la guerre. Cependant, un obstacle de taille se dressait. Isabelle n'avait que 6 ans selon les normes médiévales. C'était inhabituellement jeune pour une épouse royale. Les mariages politiques traditionnels concernaient généralement des jeunes filles à la limite de l'adolescence. Pourtant, les négociateurs français affirmèrent que ce jeune âge représentait un avantage. Cette union symboliserait un nouveau départ, loin de l'animosité et des effusions de sang qui avaient de marquer les relations entre les deux royaumes. Dans sa jeunesse, Isabelle fut élevée à la cour d'Angleterre, adoptant les traditions et les allégeances anglaises. Devenue reine consort, elle serait aussi anglaise que française. Les conseillers de Richard étaient divisés sur cette question. Certains appréciaient les avantages stratégiques. La dot pouvait soutenir la maison royale pendant des années et une trêve prolongée permettrait à l'Angleterre de faire face à d'autres menaces imminentes comme la puissance croissante de l'Écosse et les rébellions irlandaises. D'autres exprimèrent des réserves quant au mariage d'une enfant si jeune, craignant que cela ne provoque un scandale même dans la société médiévale. Cependant, Richard lui-même fut captivé par un aspect inattendu. Des observateurs de la cour soulignèrent qu'à la vue du portrait miniature d'Isabelle envoyé par les ambassadeurs français, son attitude sembla s'adoucir. Peut-être suggérait-il qu'il voyait une enfant qui avait besoin de protection, de direction et d'éducation. À l'insu d'Isabelle, alors âgée de 6 ans, jouant avec ses poupées à Paris, son avenir était méticuleusement négocié, non seulement comme une alliance politique, mais aussi comme une opportunité de devenir à la fois père et époux pour le roi sans enfant. Pendant plusieurs mois, les ambassadeurs traversèrent la Manche sans interruption, peaufinant les détails complexes. Chaque détail de l'avenir d'Isabelle fut débattu et consigné. Elle conserverait ses domestiques et dames de cour française, préserverait les coutumes françaises et maintiendrait le contact avec sa famille par lettre. Point crucial, le mariage ne serait consommé qu'à sa majorité. Une protection clairement stipulée dans le traité. Pendant ce temps, ses précepteurs lui enseignaient des phrases en anglais, tandis que des couturières préparaient un trousseau royal pour son futur rôle de reine. À 6 ans, l'idée d'épouser un roi éminent d'outre-mer était aussi réelle pour Isabelle que les contes de fées que lui racontaient ses parents. La cérémonie de mariage fut célébrée non pas une, mais 2 fois, reflétant les subtilités diplomatiques de l'alliance. Isabelle échangea ses vœux avec Richard II dans un port français sous contrôle anglais, Calais, le 31 octobre 1396, lors de la seconde cérémonie. Ce premier mariage réunit principalement des négociateurs et des nobles de haut rang des deux royaumes. Calais, territoire anglais en France, fut choisi pour cet événement historique. Dans la grande salle du château de Calais, Isabelle ressentit sans doute le poids de l'instant. Sa robe, ornée d'étoffes d'or et de perles abondantes, était si lourde qu'elle nécessitait une aide pour marcher. Son nouveau mari s'agenouilla à sa hauteur pour échanger ses alliances, et les observateurs remarquèrent son geste tendre lorsqu'il lui souleva le menton lorsqu'elle parut effrayée sous le regard des nobles rassemblés.
Un an plus tard, elle fut couronnée reine à l'abbaye de Westminster. On raconte que de nombreuses personnes périrent dans la foule qui tentait d'assister au couronnement de la jeune mariée. Le peuple anglais avait été régalé d'histoires sur sa nouvelle reine juvénile, attirant des foules immenses à Londres pour le couronnement. La cérémonie, une démonstration extravagante de faste royale, visait à faire comprendre à la noblesse anglaise, comme aux spectateurs étrangers, que ce mariage atypique bénéficiait du soutien total de la couronne. Isabelle parcourut les rues de Londres dans une litière ornée de roses anglaises et de fleurs de lys françaises, symbolisant la fusion des deux royaumes. Elle portait une couronne taillée sur mesure pour sa petite tête, et sa traîne était portée par des duchesses anglaises choisies pour lui servir de protectrice et de mentor. Les spectateurs alignés dans les rues saluaient les bénédictions en anglais qu'elle comprenait à peine, mais elle souriait et saluait de la main comme on lui avait appris à le faire. Pendant 3 jours, des festivités suivirent le couronnement avec jongleurs, ménestrels et représentations théâtrales complexes, illustrant l'ère prospère que cette union promettait aux deux royaumes. Assise à la table élevée aux côtés de Richard, Isabelle grignotait délicatement son repas inculqué par ses éducateurs français à cette étiquette, tandis que les nobles portèrent des toasts à la santé de leur nouvelle reine. Pourtant, au milieu de la gaieté, des courtisans chevronnés s'interrogèrent déjà sur la longévité de cette trêve. Les traités médiévaux, aussi soigneusement élaborés fussent-ils, étaient des entités fragiles. Richard II, malgré son autorité actuelle, ne faisait pas l'unanimité parmi les nobles. Le mécontentement montait, principalement chez ceux qui estimaient que le roi penchait excessivement pour ses favoris et faisait preuve de clémence en maintenant la paix avec la France, alors que la position militaire de l'Angleterre restait forte. Néanmoins, pour l'instant, Isabelle jouissait de la sécurité dans sa nouvelle demeure. Richard l'installa dans ses appartements personnels au palais de Westminster, où il fit appel à une suite familiale composée de français et d'anglais. Ses journées étaient de saturer de leçons couvrant les langues, les arts de la cour et l'étiquette complexe de la cour d'Angleterre. Elle maîtrisa la révérence anglaise, préféra le vin à la bière au repas et apprit à converser en anglais avec l'accent de la cour plutôt qu'avec ses professeurs français. Richard lui-même participa activement à son éducation et à son bien-être. Les archives historiques le montrent, visitant fréquemment ses appartements, lui offrant des cadeaux provenant de divers endroits de son domaine. Des oiseaux rares d'Irlande, des livres précieux d'Oxford, des instruments de musique fabriqués à la main par les artisans londoniens. Il semblait sincèrement apprécier sa présence et elle commença à anticiper ses visites, lui rendant l'appareil avec un mélange de formalité et d'affection qui caractérisait leur lien peu conventionnel. À la cour royale, Isabelle s'intégra rapidement parmi les autres enfants. Les résidences royales médiévales abritaient souvent de nombreux jeunes nobles, élevés et éduqués aux côtés de la famille immédiate du monarque. Isabelle noua des liens étroits avec les filles des alliés de Richard, des jeunes filles âgées de son âge qui l'aidèrent à décrypter les hiérarchies sociales complexes et les coutumes tacites qui prévalaient dans les cercles nobles anglais. Sa plus chère amie était Margaret Holland, fille d'un demi-frère de Richard. Bien qu'elle ne fût qu'aînée d'Isabelle de 2 ans, Margaret apparut à la jeune reine comme sage et raffinée. C'est elle qui initia Isabelle aux jeux populaires pour enfants, l'aida à discerner quelles dames de compagnie étaient des confidentes fiables et la mit en garde contre les courants politiques secrets auxquels même les plus jeunes ne pouvaient totalement échapper. Dans le jardin isolé d'Isabelle, le duo passa d'innombrables heures à perfectionner ses talents de brodeuse, tandis que Margaret s'étendait sur les arbres généalogiques de l'aristocratie anglaise et les animosités de longue date dissimulées sous la politesse royale. Isabelle, étudiante assidue, offrait fréquemment des éclairages français sur la politique anglaise, laissant ses amis plus expérimentés stupéfaits. Un jour, elle demanda à Margaret « Les nobles anglais semblent-ils s'observer si méticuleusement ? En France, il y a des factions et des conflits, mais ici tout le monde semble sur les nerfs, attendant que quelque chose se produise. » Margaret, pour son âge, répondit que le règne de Richard avait été marqué par des conflits persistants avec ses nobles depuis ses débuts. Un important soulèvement avait eu lieu dans sa jeunesse et il nourrissait un ressentiment tenace envers ceux qui le défiaient. Simultanément, plusieurs seigneurs éminents soupçonnèrent Richard de favoriser excessivement ses favoris de la cour et de négliger leurs conseils sur les affaires militaires et gouvernementales. Marguerite déclara que le roi exerçait actuellement un grand pouvoir, mais qu'il était crucial que celui-ci soit partagé entre les nobles en Angleterre. Votre mariage lui profite en garantissant la paix avec la France, mais certains y voient un signe de faiblesse, car il privilégie la négociation à la conquête. Isabelle accueillit ces constatations avec gravité,
réalisant que sa vie était étroitement liée à des forces indépendantes de sa volonté. Elle commença à observer la dynamique de la cour avec un regard neuf, remarquant la subtile déférence témoignée à Richard, le changement de langage à son arrivée et même le choix de mots prudents de ses servantes françaises lors des discussions politiques. Les années 1397 et 1398 se passèrent paisiblement pour Isabelle. D'enfant timide, elle devint une jeune fille plus sûre d'elle, maîtrisant l'anglais et développant une compréhension plus complexe de la vie de cour. Richard resta bienveillant envers elle, favorisant un sentiment d'appartenance à l'Angleterre. Les imposantes structures de pierre de Westminster lui parurent peu à peu plus familières qu'intimidantes, et elle navigua aisément dans le labyrinthe de couloirs et de pièces sans se perdre. Son apprentissage transcenda les compétences féminines conventionnelles de couture et de musique, car Richard lui imposa d'apprendre à lire et à écrire en français et en anglais. Parmi ses tuteurs figuraient certains des érudits les plus éminents du royaume. Elle se plongea dans l'histoire, se concentrant sur les annales des monarques anglais et français, se familiarisant avec les personnages importants dont l'action avait façonné le monde dans lequel elle vivait désormais. L'un de ses cours préférés tournait autour des cartes. Son professeur, un clerc érudit nommé Maître William, dépliait de vastes parchemins sur le sol de sa chambre d'études, révélant l'étendue des deux royaumes et expliquant comment la géographie avait façonné des siècles de conflits. Isabelle, 8 ans, s'agenouillait souvent devant les cartes, traçant du doigt les côtes de la Manche, visualisant les navires transportant armées et émissaires. Maître Guillaume indiquait le détroit de Douvres-Calais en commentant « Remarquez cette étroite voie navigable. Elle a été à la fois un lien et une séparation entre nos peuples. Votre union symbolise le souhait qu'elle ne serve qu'à un lien. » Isabelle hocha solennellement la tête, comprenant que son rôle était plus qu'une jeune fille apprenant à devenir reine. Elle était un emblème vivant de la paix entre des ennemis de toujours. Mais les symboles, comme Isabelle le découvrit bientôt, pouvaient être délicats dans le monde tumultueux de la politique médiévale. Les premiers signes de discorde apparurent en mai 399, lorsqu'Isabelle remarqua à la cour un changement d'atmosphère. Le dialogue cessa plus brutalement à son arrivée. Les jeunes filles autour d'elle se jetaient des regards inquiets lorsqu'elles croyaient qu'elle ne les regardait pas. Margaret Holland semblait préoccupée et inquiète, malgré ses tentatives de poursuivre ses activités habituelles. Richard lui-même paraissait transformé. Ses visites aux appartements d'Isabelle diminuèrent et, lorsqu'il arriva enfin, il semblait absorbé, regardant souvent la Tamise par les fenêtres comme s'il anticipait l'arrivée des navires à l'horizon. Les habituels cadeaux de livres et de bibelots cessèrent, poussant Isabelle à se demander si elle ne l'avait pas offensé d'une manière ou d'une autre. Cependant, la réalité était bien plus grave qu'une offense banale. Richard était confronté à la situation la plus critique de son règne, un problème sans rapport avec sa reine, Isabelle. Son parent, Henry Bolingbroke, que Richard avait banni l'année précédente, rentra en Angleterre avec une armée, affirmant qu'il ne cherchait qu'à récupérer son héritage, mais il était clair que ses intentions étaient bien plus ambitieuses. Les nobles mécontents du règne de Richard commencèrent à se rallier à Henri. La tranquillité qui rassurait Isabelle à la cour d'Angleterre se détériorait rapidement. Isabelle s'inquiéta en découvrant à son réveil l'absence de certaines de ses servantes anglaises disparues pendant la nuit. Ses suivantes françaises lui donnèrent des réponses vagues lorsqu'elle s'enquit de leur sort. Dans l'après-midi, elle entendit du brouhaha dans la cour, visible à travers ses fenêtres, et, jetant un coup d'œil, aperçut des hommes armés portant des insignes inconnus. Ce soir-là, Margaret Holland entra soudain dans les appartements d'Isabelle, visiblement terrifiée. « Il faut faire ses valises en toute hâte », murmura-t-elle avec urgence, « juste le strict nécessaire. Nous partons de Westminster ce soir. »« Où allons-nous » demanda Isabelle, le cœur battant la chamade, une peur qui lui rappelait ses premiers jours en Angleterre. « À la tour » répondit Margaret. « Le roi insiste sur le fait que c'est pour votre sécurité. » Cependant, elle n'acheva pas sa pensée. Mais Isabelle en comprit le sous-entendu. La tour de Londres servait à la fois de palais et de prison, et en période de troubles politiques, leur double fonction s'estompait souvent. Leur voyage dans les rues sombres de Londres différait sensiblement de tout ce qu'Isabelle avait pu rencontrer auparavant. Au lieu de processions cérémonielles, elles voyagèrent dans une petite caravane lourdement gardée, avec des hommes armés menant et suivant sa litière. Les rideaux étaient retirés, mais elle entendait encore les sons inquiétants de la ville tourbillonner autour d'elle. Non pas le bourdonnement habituel du commerce et de l'activité quotidienne, mais une cacophonie plus pressante et menaçante. Arrivée à la tour, Isabelle fut installée dans des logements confortables, bien que manifestement conçus pour enfermer plutôt que loger leurs occupants. Les fenêtres étaient barrées et des gardes postés à chaque entrée. Les serviteurs français d'Isabelle furent autorisés à rester, mais la plupart des serviteurs anglais furent renvoyés.
Pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, Isabelle ressentit un profond sentiment de solitude. Richard apparut devant elle le deuxième jour à la tour et sa transformation fut alarmante. Le roi, aimable et sûr de lui qu'elle avait connu, avait disparu, remplacé par un homme qui semblait avoir considérablement vieilli en quelques semaines. Sa tenue était en désordre, ses cheveux en bataille, et son regard affichait une ressemblance troublante avec la folie de son père. « Ma chère enfant, dit-il, en s'agenouillant devant son siège comme lors de leur première rencontre, j'ai le regret de vous informer que notre situation est devenue difficile. Certains doutent de ma prétention au trône et cherchent à perturber la paix que nous avons établie avec le royaume de votre père. » Isabelle, maintenant âgée de 9 ans et plus mondaine qu'il y a 3 ans, en saisit les implications. « Êtes-vous toujours roi » demanda-t-elle directement. Le sourire de Richard exprimait une certaine tristesse pour l'instant. Mais Henry Bolingbroke se targuait de compter de nombreux alliés, laissant planer le doute sur sa capacité à vous protéger comme auparavant. La discussion qui s'ensuivit dérogea à leurs interactions habituelles. Pour la première fois, Richard s'adressa à Isabelle non pas comme à une enfant protégée, mais comme à son égale en politique. Il mit la vérité à nu. Henri briguait le trône, de nombreux nobles éminents avaient déserté la cause de Richard, et l'avenir de l'Angleterre, tout comme la paix avec la France, était incertain. « Qu'est-ce qui m'attend » demanda Isabelle, révélant un sang-froid qui dépassait son âge, celle d'une fillette de 9 ans. « Je ne peux rien prévoir » concéda Richard, et Isabelle observa son tourment face à ce manque de prévoyance. Henri peut vous employer comme monnaie d'échange auprès de votre père, ou honorer notre union et vous protéger. Tout dépend de sa priorité accordée à la paix avec la France plutôt qu'à ses aspirations personnelles. Ce fut la première leçon d'Isabelle sur les mathématiques impitoyables de la gouvernance médiévale. Sa valeur en tant qu'individu passa au second plan au profit de son statut de symbole et de ressources stratégiques. L'affection et l'attention que Richard lui témoigna furent peut-être sincères, mais elles ne purent la protéger des forces plus vastes qui restructuraient l'Angleterre. Les semaines suivantes furent empreintes d'un suspense angoissant. Isabelle pouvait distinguer les bruits de la ville au-delà des murs de la tour, mais elle manquait d'informations fiables sur l'actualité. Ses servantes françaises murmuraient entre elles dans leur langue maternelle, mais même elles ne semblaient guère détenir que des rumeurs et des conjectures. Finalement, par une sombre matinée d'octobre, Isabelle entendit les pas menaçants d'hommes armés s'approcher de ses appartements. Et, à l'ouverture des portes, elle aperçut non pas les gardes habituels, mais des hommes frais, parés de la livrée à la rose rouge d'Henry Bolingbroke. La silhouette qui suivait était imposante, arborant la posture d'un soldat et le regard perspicace d'un politicien. C'était Henri lui-même. En tant que nouveau roi d'Angleterre, il était venu saluer l'enfant qui représentait à la fois une opportunité et un défi pour son nouveau règne. Isabelle se leva gracieusement de son siège, comme le voulait la coutume lorsqu'on s'adressait à un monarque. Henri l'observa longuement, évaluant son sang-froid, son intelligence, et envisageant peut-être son utilité potentielle. « Votre grâce », dit-il solennellement, reconnaissant son statut royal. « Je déplore que les circonstances nous obligent à discuter de votre avenir dans des conditions aussi défavorables. » « Que s'est-il passé avec le roi » demanda Isabelle, faisant directement allusion à Richard, comme à son habitude. « Richard de Bordeaux n'est plus roi », déclara Henri, utilisant son nom de naissance au lieu de son titre royal. « Il a renoncé au trône en faveur de mes prétentions. » Consciente du contexte politique, Isabelle s'enquit de sa propre situation. « Que m'adviendra-t-il » répondit Henri. La réponse déciderait si Isabelle resterait reine ou simplement une précieuse captive. Son destin dépendait de l'évaluation par le nouveau roi de l'utilisation stratégique du traité de paix avec la France, le préserver ou le compromettre à d'autres fins politiques. Cela, dit Henri, dépend de plusieurs facteurs. La réaction de votre père aux récents événements, les conseils de mes conseillers et surtout vos actions dans les mois à venir. C'est par ces mots qu'Isabelle, alors âgée de 9 ans, entamait la phase la plus périlleuse de sa jeune vie. Le bouclier qui entourait la cour de Richard se désintégra, laissant Isabelle exposée aux dures réalités d'un royaume en pleine mutation. Elle n'était plus une simple monarque en attente exerçant ses responsabilités royales. Elle était devenue une captive politique, sa valeur étant déterminée par le prix potentiel de la guerre ou de la paix. Les semaines qui suivirent la destitution de Richard servirent de leçon de survie à Isabelle. Bien que confinée dans la tour, elle n'était pas encore officiellement emprisonnée. Elle devait manœuvrer au sein d'une cour qui délibérait encore sur son sort. Certains alliés d'Henri VIII plaidèrent pour son retour rapide en France. Leurs arguments incluaient des économies sur son entretien et la volonté de l'Angleterre de renégocier le traité de paix en position de force. Cependant, d'autres suggérèrent de la prudence, soulignant que la présence continue d'Isabelle offrait à l'Angleterre un avantage précieux dans toute négociation future avec la France. Sous la tutelle anglaise, le père d'Isabelle hésitait à agir de manière à compromettre sa sécurité.
Ce groupe estimait qu'il était préférable pour elle d'être gardée confortablement mais étroitement surveillée. Isabelle, une jeune fille d'un tact remarquable, joua son rôle avec brio. Elle se montra constamment courtoise envers ses nouveaux ravisseurs, veillant à ne pas offenser ni à suggérer une résistance à l'administration d'Henri. Parallèlement, elle conserva la dignité royale attendue de sa position, refusant d'être traitée comme une reine légitime. Les dames d'honneur françaises d'Isabelle furent d'une aide précieuse durant cette période. Contrairement à ses suivantes anglaises, renvoyées ou en fuite, ces femmes restèrent de fidèles à la cause d'Isabelle plutôt qu'à une quelconque faction anglaise. Elles l'aidèrent à comprendre les subtilités de sa situation et la guidèrent pour maintenir le fragile équilibre nécessaire. Rappelez-vous, vous avertit Madame de Coucy, votre dame d'honneur, que vous demeurez reine d'Angleterre de droit et aux yeux de la cour de votre père. Bien qu'Henri porte la couronne, il n'a pas encore officiellement annulé notre mariage ni résilié le traité. Tant qu'il en est ainsi, vous avez de la valeur et la valeur est porteuse d'espoir. Pourtant, cet espoir a un prix élevé qu'Isabelle ne comprenait qu'à présent. Des nouvelles parvinrent à la tour concernant l'état de santé de Richard. D'abord, des rumeurs évoquèrent sa mort en captivité au château de Pontefract, puis des rumeurs suggérèrent que sa mort n'était pas naturelle mais orchestrée par les partisans d'Henri pour qu'un accident lui arrive. À la confirmation de la mort de Richard, la nouvelle frappa Isabelle d'un poids inattendu. Elle n'avait jamais aimé Richard comme une épouse aime son mari, étant encore une enfant. Cependant, il s'était montré bienveillant envers elle, la protégeant, lui servant de figure paternelle depuis son départ de France. Sa disparition symbolisait non seulement un chagrin personnel, mais aussi la rupture de son dernier lien avec la vie qu'elle avait construite en Angleterre. La mort de Richard laissait également entrevoir de sinistres connotations pour son propre destin. Si Henri était capable d'orchestrer l'assassinat d'un roi couronné, quelles inhibitions pouvait-il nourrir à se débarrasser d'une princesse française devenue inutilisable? Ces appréhensions se matérialisèrent lorsque, au début des années 1400, Isabelle reçut un ultimatum de l'administration d'Henri. Elle fut autorisée à rejoindre la France, mais à une condition, reconnaître publiquement Henri comme roi légitime d'Angleterre et renoncer à toute prétention au trône d'Angleterre en tant que veuve de Richard. Ce pacte était une manœuvre diplomatique astucieuse du point de vue d'Henri. En quittant volontairement l'Angleterre, Isabelle reconnaissait l'annulation de son mariage avec Richard suite à sa déposition. Ce geste libérait Henri des stipulations de l'accord de paix initial sans les répercussions politiques d'une expulsion forcée d'une ancienne reine et de son enfant monarque. Face à deux options difficiles, accepter l'exil, reconnaître l'invalidité de son règne de 3 ans comme reine d'Angleterre, ou refuser et risquer un emprisonnement indéfini. À 10 ans, Isabelle fut appelée à prendre une décision qui pourrait façonner les relations futures entre l'Angleterre et la France pour des années. Ses conseillers français étaient divisés. Certains préconisaient l'acceptation des conditions, un retour à la cour de son père pour des soins appropriés et un éventuel remariage, tandis que d'autres maintenaient son statut de veuve légitime de Richard et de reine légitime d'Angleterre malgré la prise de pouvoir d'Henri. Pendant plusieurs semaines, Isabelle se débattit avec ce dilemme. D'un côté, elle aspirait à retrouver sa famille en France et à un répit loin des turbulences de la cour d'Henri. De l'autre, elle reconnaissait que respecter les conditions d'Henri constituerait une trahison de la mémoire de Richard et une abdication de la paix pour laquelle il s'était battu. Finalement, des circonstances indépendantes de sa volonté décidèrent en sa faveur. Dans une phase de lucidité, Charles VI demanda le retour immédiat d'Isabelle en France. Le message fut transmis diplomatiquement, signalant que de nouvelles discussions concernant la position d'Isabelle seraient perçues comme des actes hostiles par la monarchie française. Confrontée à la probabilité d'une nouvelle guerre avec la France, l'administration d'Henri approuva promptement le départ d'Isabelle. Les modalités de sa libération restèrent ambiguës, permettant aux deux camps de percevoir son retour comme volontaire ou forcé, selon leurs intérêts politiques. Le voyage d'été de 1401 en France laissa Isabelle avec des sentiments mitigés. Elle quittait la demeure qu'elle avait connue pendant 5 ans, laissant derrière elle des appartements où l'on lisait des poèmes anglais, des jardins ludiques partagés avec Margaret Holland et la salle où elle avait été couronnée reine d'Angleterre. Pourtant, elle retrouvait aussi une famille et une nation qui lui semblaient étrangères après des années passées en Angleterre. Elle parlait désormais un français teinté d'anglais, privilégiait les styles anglais au français et avait besoin de se familiariser à nouveau avec l'étiquette de la cour du domaine de son père. La fillette de 6 ans qui avait quitté Paris revenait à 11 ans, marquée par des expériences anglaises inégalées que sa famille française avait du mal à comprendre. Ses retrouvailles avec ses parents étaient assombries par la dégradation de la santé mentale de son père. Lors d'une des crises de folie de Charles VI, Isabelle arriva. Il se croyait hanté par des adversaires invisibles et reniait sa propre famille. Après plusieurs semaines, il sortit de son délire, apparemment perplexe. Face à la présence d'Isabelle,
comme s'il avait oublié qu'elle était l'épouse du roi d'Angleterre. Sa mère, Isabelle, était plus aimable mais aussi tactique. La reine de France réfléchit rapidement à la manière dont la position particulière d'Isabelle pouvait servir les objectifs français. Veuve d'un roi anglais, Isabelle jouissait d'une certaine position diplomatique, avantageuse pour les négociations futures. Sa connaissance de la cour anglaise fit d'elle un atout précieux pour obtenir des renseignements sur la politique et les forces militaires anglaises. Isabelle se retrouva prise dans un dilemme, tiraillée entre des pressions contradictoires sur sa loyauté et ses connaissances. Née française, mais autrefois reine d'Angleterre, Isabelle se trouva tiraillée entre sa loyauté envers la France et ses obligations persistantes envers sa patrie d'origine. Interrogée par les conseillers de sa mère sur les défenses anglaises ou le soutien d'Henri au sein de la noblesse, elle répondit avec prudence, livrant des informations générales tout en esquivant les détails susceptibles d'éclairer la planification militaire. Les mois qui suivirent son retour en France furent pour Isabelle une période d'adaptation et d'introspection. Bien qu'elle ne fût plus une enfant, elle n'avait pas encore atteint sa pleine maturité. À 11 ans, elle avait déjà traversé plus de troubles politiques et de deuils personnels que beaucoup n'en connaissent au cours de leur vie. Son rôle dans le réseau complexe de la politique européenne médiévale demeurait désormais une question sans réponse. Son ancien statut de reine d'Angleterre faisait d'elle une candidate matrimoniale recherchée par de nombreux nobles européens, mais il complexifiait également les alliances possibles. Certains admirateurs étaient rebutés par son statut royal et son influence politique. D'autres étaient attirés par les avantages politiques de l'épouser plutôt qu'avec Isabelle elle-même. Cependant, Isabelle avait forgé une opinion bien arrêtée sur le mariage après ses rencontres avec Richard, consciente que si les unions politiques ne pouvaient offrir sécurité et soutien, elles pouvaient aussi s'effondrer lorsque les circonstances changeaient. Tout futur époux devait reconnaître qu'Isabelle n'était pas seulement un atout politique, mais une personne intelligente, dotée d'inclinations et d'aspirations personnelles. La cour de France de 1400 était dangereuse pour une personne comme Isabelle, avec ses alliances complexes dues au conflit permanent avec l'Angleterre. L'anti-anglais était répandu au sein de la noblesse, et son passé de reine d'Angleterre suscitait chez certains une certaine méfiance à son égard. Isabelle devait trouver un équilibre entre ne pas paraître trop favorable aux causes anglaises et dissimuler son affection sincère pour Richard et ses partisans. D'autre part, l'instabilité mentale de son père plaçait le gouvernement français sous l'influence de factions nobles rivales, chacune poursuivant ses propres intérêts. Isabelle dut gérer ses conflits internes tout en résistant à toute manipulation de la part d'un groupe spécifique. Sa mère, Isabelle, était à la fois protectrice et adversaire potentiel. La reine de France se souciait profondément du bien-être d'Isabelle, mais était aussi une politicienne rusée qui considérait la position et les relations de sa fille comme des atouts précieux pour la couronne. Cette protection s'accompagnait de l'attente qu'Isabelle privilégie les intérêts français au détriment de ses convictions personnelles ou éthiques. En 1402, les troubles en Angleterre s'intensifièrent, Henri IV étant aux prises avec des rébellions, même de la part d'anciens alliés comme la famille Percy. Des troubles éclatèrent également au pays de Galles et en Écosse. Certains à la cour proposèrent d'exploiter ce chaos pour envahir l'Angleterre et ressusciter la dynastie légitime, peut-être en utilisant Isabelle comme figure symbolique, veuve du dernier roi Plantagenet. Cette idée consterna Isabelle, elle abhorrait l'idée de voir l'Angleterre souffrir de troubles civils, quelle que soit son opinion sur la prise du pouvoir par Henri. Les Anglais, de ses serviteurs à ses tuteurs et compagnons d'enfance, étaient irréprochables dans les méfaits politiques de leurs dirigeants. La perspective de voir les armées françaises détruire des villages anglais sous sa bannière la troublait. Interrogée sur une action militaire contre l'Angleterre, Isabelle choisit ses mots avec prudence. Elle nota que toute invasion entraînerait probablement des pertes substantielles des deux côtés, car la population anglaise pourrait s'unir pour protéger sa patrie, quelles que soient ses opinions à l'égard d'Henri. Le succès, ajouta-t-elle, était incertain en raison des solides défenses et des coutumes militaires de l'Angleterre. Son refus de soutenir les actions anti-anglaises lui valut les critiques des faucons français qui la soupçonnaient de double allégeance. Cependant, Isabelle trouva le soutien de voix plus modérées à la cour, qui prônaient le maintien de relations pacifiques avec l'Angleterre plutôt que la reprise du conflit. Les désaccords politiques s'intensifièrent en 1403 lorsque des représentants de Charles, duc d'Orléans, demandèrent Isabelle en mariage, une démarche qui allait une fois de plus profondément changer sa vie. Le duc d'Orléans était non seulement le cousin d'Isabelle, mais aussi le fils du frère de son père et l'un des nobles les plus influents de France. À 29 ans, il avait l'âge de Richard lors de leur mariage. La jeune Isabelle, âgée de 14 ans, rendait la différence d'âge moins perceptible. Ce mariage envisagé présentait de nombreux avantages. Il garantissait principalement à Isabelle de rester au sein de la famille royale française, l'empêchant ainsi de servir d'atout diplomatique aux puissances étrangères.
De plus, il la liait à l'une des cours les plus raffinées et intellectuelles d'Europe, le duc d'Orléans étant réputé pour son mécénat artistique et littéraire, ainsi que pour son talent de chef militaire. Sur le plan personnel, cette union promettait une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur des manœuvres politiques strictes. Isabelle avait rencontré son cousin à plusieurs reprises durant leur jeunesse, qui lui avait toujours fait preuve de courtoisie et de gentillesse. Point crucial, il était suffisamment mature et expérimenté pour être un véritable partenaire plutôt qu'une simple figure tutélaire. Les négociations matrimoniales se déroulèrent dans un contexte de troubles persistants en Angleterre et de confiance croissante des Français dans le règne d'Henri IV, confrontés à des obstacles précoces, craignant que sa chute ne provoque le retour d'Isabelle en Angleterre pour légitimer un nouveau régime. Cette complication potentielle souligna l'importance stratégique du remariage d'Isabelle pour la France. Charles d'Orléans comprit les subtilités de la situation. Il ne cherchait pas seulement une épouse, mais peut-être un allié susceptible d'influencer ultérieurement la politique anglaise. Cela ajouta à leur cour des nuances complexes, rares, même dans les mariages de nobles médiévaux. Lorsqu'Isabelle rencontra Charles pour discuter sérieusement de mariage, elle remarqua le contraste frappant entre lui et Richard. Au lieu de la douceur et de la grâce éthérée de Richard, Charles faisait preuve d'une ferveur et d'une profonde connexion avec le monde. Il conversait avec elle non pas comme un tuteur protégeant un enfant, mais comme un père dont les points de vue et les expériences étaient précieux. « Je tiens à vous faire comprendre, confia-t-il lors d'un de leurs entretiens privés, que je ne cherche pas l'ex-reine d'Angleterre. Je cherche Isabelle de Valois, la jeune femme exceptionnelle qui a survécu indemne à 2 cours royales. » Isabelle éprouva pour Charles une attirance sans précédent. À 14 ans, elle avait dépassé l'enfance et ses émotions étaient celles d'une femme mûre découvrant ses propres inclinations et goûts. Charles était charmant, raffiné et intelligent. Mais, plus important encore, il semblait la percevoir comme une personne à part entière plutôt que comme un simple atout politique. Les négociations pour leur mariage avancèrent rapidement après un accord mutuel sur les conditions fondamentales. Isabelle offrit le statut de son ancienne reine et ses liens politiques influents, tandis que Charles lui garantissait une place stable au sein de la société française et la protégeait de toute manipulation potentielle. Les noces eurent lieu en juin 1086 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une cérémonie contrastant délibérément avec le premier mariage d'Isabelle avec Richard, un événement diplomatique modeste. Cette cérémonie, cependant, était une démonstration opulente destinée à souligner la puissance et la richesse de la monarchie française. Isabelle, âgée de 16 ans, portait une robe de soie bleu profond ornée de fleurs de lys dorées, sa chevelure ornée de saphirs et de perles formant un cercle. Elle marcha dans l'allée majestueuse de la cathédrale avec assurance, non plus comme l'enfant craintive mariée à un inconnu, mais comme une jeune femme faisant ses propres choix. À l'autel, Charles, paré de ses plus beaux atours, manifestait une joie sincère plutôt qu'un simple contentement politique. Leurs vœux, formulés avec clarté et force, témoignaient d'une attention mutuelle au-delà du simple accomplissement de leurs devoirs politiques. Le festin de noces qui suivit mit en valeur la tradition et la puissance française, des ménestrels interprétés en mots des ballades pour célébrer le couple, des représentations théâtrales élaborées illustrant le triomphe de l'amour sur les épreuves et une abondance de vins de diverses régions, disponibles à volonté. Isabelle savoura les festivités comme jamais auparavant lors de son séjour en Angleterre. De plus, pour la première fois depuis son départ de France enfant, elle sentit qu'elle faisait véritablement partie de quelque chose. La cour de France la réadmit non pas comme une tentative politique ratée, mais comme un membre estimé de la famille royale ayant acquis sagesse et expérience au fil de ses épreuves. Les premières années du mariage d'Isabelle avec Charles furent parmi les plus heureuses de sa vie. Charles se révéla non seulement un époux dévoué, mais aussi un homologue intellectuel partageant ses passions pour la littérature, la musique et les arts. Sa cour de Blois se transforma en un bastion de sophistication culturelle attirant poètes, érudits et artistes de toute l'Europe. Isabelle s'immergea dans sa nouvelle fonction avec ferveur, elle soutint les troubadours et commanda des manuscrits enluminés, créa un scriptorium où les moines copièrent et préservèrent des textes importants et entretint une correspondance avec des érudits de toute l'Europe. Son séjour en Angleterre lui permit d'acquérir un point de vue unique sur la culture européenne, qu'elle mit à profit pour favoriser le dialogue intellectuel entre les cours françaises et étrangères. Isabelle développa une perspective politique unique, que Charles trouva précieuse pour les affaires anglaises. De plus, il admirait son jugement avisé sur diverses questions concernant leur duché et le royaume dans son ensemble. Isabelle s'avéra être une véritable collaboratrice dans le gouvernement, et pas seulement une épouse de cérémonie. Leur premier-né, Jean, naquit en 1407.
Comme pour tout le reste, Isabelle était résolue à être une mère impliquée, désireuse de surpasser sa mère pendant le règne tumultueux de son père. Faisant fi des objections des médecins de la cour, elle décida d'allaiter elle-même son enfant. Dès qu'elle berça sa fille pour la première fois, Isabelle ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Cet enfant grandirait en étant consciente de l'affection et de la protection de ses parents, préservée des intrigues politiques qui marquèrent son éducation. Chuchotant des assurances en français et en anglais à leur fille endormie, elle promit des choix refusés à Isabelle, contrairement à Jean. La naissance de leur enfant renforça le lien entre Isabelle et Charles, qui démontra son dévouement paternel en passant du temps avec Jean malgré ses obligations politiques et militaires. Souvent présents à la chambre d'enfants, ils faisaient la lecture à leur fille ou la regardaient dormir, admirant le miracle qu'ils avaient accompli ensemble. Parallèlement, Isabelle savourait le bonheur familial, mais était perturbée par des événements extérieurs. Les nouvelles de l'Angleterre restaient trop préoccupantes, Henri IV luttant sans cesse contre des soulèvements et des luttes de pouvoir. Plus urgent encore était l'escalade des troubles internes en France, la maladie mentale du roi laissant un vide de pouvoir que plusieurs factions nobles cherchaient à exploiter. L'un des plus ambitieux de ces nobles était le beau-père d'Isabelle, Louis d'Orléans. En tant que frère du roi, il s'imposa pendant les périodes d'incapacité de Charles VI. Cependant, cette prétention fut contestée par le duc de Bourgogne, qui avait ses propres soutiens et projets pour l'avenir de la France. L'inimitié entre les factions orléanaises et bourguignonnes finit par entraîner la fragmentation de la France. Pourtant, au début du mariage d'Isabelle, elle n'apparut que comme un argument politique récurrent au sein du cercle royal. Isabelle s'efforça de rester à l'écart de ces conflits internes, se concentrant sur sa famille et ses passions artistiques, laissant les décisions stratégiques à d'autres. Cette impartialité passive se révéla intenable en novembre 1407, lorsque Louis d'Orléans fut assassiné dans les rues de Paris par des agents du duc de Bourgogne. L'acte fut exécuté avec une audace effrontée, les auteurs assassinant le frère du roi à ciel ouvert avant de disparaître dans le labyrinthe des rues médiévales de Paris. La vie d'Isabelle connut un tournant radical après l'assassinat. Charles, héritant désormais des titres et des fonctions de son père, s'imposa comme l'une des figures les plus influentes de France. Cependant, il était aussi une cible privilégiée en raison de la propension du duc de Bourgogne à la violence envers ses adversaires, faisant de la famille d'Orléans sa principale cible. Isabelle fut donc plongée dans un univers de garde du corps et de surveillance incessante. Sa liberté était limitée pour des raisons de sécurité et ses communications étaient scrutées afin d'empêcher toute révélation des activités de sa famille à l'ennemi. L'ambiance légère de la cour de Blois céda la place à la dure réalité des conflits civils. Charles se transforma après le meurtre de son père. L'homme cultivé et artiste qu'Isabelle avait épousé commença à révéler un côté plus impitoyable, alimenté par une soif de vengeance qui l'inquiétait parfois. Rassemblant alliés et ressources, il se prépara à un affrontement violent et prolongé contre la faction bourguignonne. Isabelle soutenait les efforts de son mari, mais s'inquiétait du coût de la guerre imminente. Elle avait été témoin des ravages que les conflits politiques pouvaient causer aux vies et au royaume. Et elle redoutait que la France ne subisse le même sort que l'Angleterre lors de la guerre des Deux Roses. Ces appréhensions se confirmèrent lorsque la querelle orléano-bourguignonne dégénéra en une guerre ouverte. La naissance de son deuxième enfant, un fils prénommé Charles, en 1408, offrit un répit momentané aux conflits politiques. L'émergence d'un héritier mâle renforça leurs prétentions à la future domination de la France, mais augmenta également le danger pour sa famille. Isabelle éduqua son fils avec encore plus de prudence qu'auparavant, prenant soin de lui comme elle avait pris soin de Jean. Elle résolut de veiller à ce que Charles maîtrise les privilèges et les devoirs inhérents à sa lignée aristocratique, tout en formant un caractère capable de négocier le paysage politique périlleux du Moyen-Âge sans sacrifier ses qualités humaines. Impliquée dans tous les aspects de son éducation, elle choisit soigneusement ses tuteurs, élabora son programme et le guida à travers diverses compétences linguistiques, l'étude de l'histoire de divers royaumes européens et ses prouesses diplomatiques, autant d'éléments essentiels à sa future position. Au début de la guerre civile, une série de batailles et de sièges épuisa les deux camps, laissant Isabelle en charge de la gestion des domaines familiaux, tandis que Charles était engagé dans des campagnes militaires. Cette tâche nécessitait sa maîtrise des complexités de la guerre médiévale et de la gouvernance. Faisant preuve d'une aptitude inattendue dans ses fonctions, elle mit à profit ses talents de diplomate pour maintenir des alliances et organisa efficacement la logistique afin d'acheminer du ravitaillement et des renforts aux troupes de Charles au moment critique. Les lettres de cette époque dépeignent une femme qui avait pleinement adopté son rôle de figure politique, non plus l'enfant perplexe ballotté entre les cours, mais une femme sûre d'elle menant sa propre voie. La guerre infligea des dommages catastrophiques à la France.
Des régions entières furent ravagées par les armées adverses, le commerce perturbé et la population subit les ravages des soldats des deux camps. Isabelle utilisa son pouvoir pour apporter son aide partout où cela était possible, créant des organisations caritatives et négociant des passages sûrs pour les réfugiés fuyant les conflits les plus violents. Ces efforts, pour aider les victimes de guerre, rehaussèrent sa réputation dans toute la France. Connue non seulement comme la duchesse d'Orléans, mais aussi comme une souveraine bienveillante qui n'oubliait jamais son devoir envers le peuple, cette réputation se révéla bénéfique dans les années qui suivirent, alors que la situation politique française devenait de plus en plus complexe. L'arrivée de son troisième enfant, une fille prénommée Marguerite en 1409, fut à la fois source de joie et d'inquiétude pour Isabelle, alors âgée de 20 ans, qui souffrait des contraintes physiques liées à des grossesses répétées. La médecine médiévale manquait de connaissances sur la mortalité maternelle, mais l'intelligence d'Isabelle lui permettait de percevoir les dangers potentiels associés à chaque accouchement. Elle aborda cette grossesse avec prudence, écoutant les conseils de médecins renommés et planifiant méticuleusement les soins à apporter à ses enfants en cas d'événements malheureux. Ces précautions se révélèrent prophétiques, car des complications lors de la naissance de Marguerite menèrent Isabelle au bord de la mort. Pendant plusieurs jours après l'accouchement, Isabelle hésita entre la vie et la mort, son corps affaibli par les pertes de sang et les infections. Charles s'éloignait rarement de son chevet, envoyant des messages à travers l'Europe pour prier pour son rétablissement. La possibilité réelle de sa disparition força Isabelle et Charles à reconnaître la fragilité de leur joie et l'avenir imprévisible qui pesait sur leur progéniture. La convalescence d'Isabelle fut progressive et insuffisante. L'accouchement avait altéré sa santé de façon permanente, la laissant fragile et sujette aux maladies qui affligeaient les communautés médiévales. Immédiatement, ses médecins l'avertirent qu'une nouvelle grossesse pourrait lui être fatale, une révélation qui influença considérablement son lien avec Charles. Leur relation physique se transforma en une interaction hésitante et limitée, assombrie par la peur de la conception. L'évolution de leur relation s'avéra difficile pour Isabelle et Charles, mais elle le fut particulièrement pour Isabelle, qui tirait un immense plaisir de la manifestation physique de leur amour. Passionnée, Isabelle, découvrant ses désirs, se retrouva à les réprimer pour assurer sa survie. Cependant, leur mariage resta solide, car ils découvrirent de nouveaux moyens d'exprimer leur affection et leur union, se concentrant sur leurs passions communes en culture et en politique. Isabelle prit un rôle plus actif dans la gouvernance de leur territoire, co-gouvernant essentiellement avec Charles pendant son absence en campagne contre les Bourguignons. En 1410, de nouvelles complications surgirent lorsque le duc de Bourgogne entama des négociations avec les Anglais visant à entraîner Henri IV dans la guerre civile française aux côtés de la Bourgogne. La possibilité d'une implication anglaise terrifia Isabelle, car elle pressentait que la France subirait les mêmes destructions que celles qui avaient marqué la guerre de 100 ans. Isabelle profita de son ancien rôle de reine d'Angleterre pour engager des négociations secrètes avec la cour d'Angleterre. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, elle s'opposa à la participation d'Henri IV à la guerre civile française, l'avertissant de son coût potentiel élevé et de sa futilité. Malgré la suspicion de nombreux Britanniques, Isabelle persévéra dans sa tentative d'empêcher un nouveau conflit de grande ampleur entre les deux royaumes. Ses efforts diplomatiques témoignèrent de son sens politique croissant. Elle comprit que sa valeur dépassait ses relations royales et résidait dans sa compréhension de la politique européenne dans son ensemble, élaborant des stratégies qui bénéficiaient simultanément à de nombreux partis. L'efficacité de ses manœuvres diplomatiques renforça sa réputation non seulement en France, mais aussi à l'international. On sollicita ensuite ses conseils, non seulement sur les questions concernant les domaines de son mari, mais aussi sur des aspects plus larges de la politique française. Les opinions d'Isabelle revêtaient une importance particulière en raison de son expérience unique et de son habileté à gérer des situations politiques complexes. Sa santé se dégrada en 1411 et 1412, la rendant sujette aux maladies respiratoires et la laissant constamment fatiguée, ce qui rendait ses tâches quotidiennes difficiles. Elle passait davantage de temps à méditer et à prier, pressentant peut-être sa fin prochaine. Malgré sa fragilité physique, Isabelle demeura mentalement alerte et affectivement attachée à sa famille et à ses devoirs. Elle continua à gérer l'éducation de ses enfants, les affaires politiques familiales et à se consacrer à des activités culturelles. Sa résilience, malgré ses problèmes de santé, servit d'exemple à son entourage. Une lueur d'espoir apparut au printemps 1409 avec l'ouverture de négociations de paix préliminaires entre les factions orléanaises et bourguignonnes. Isabelle influença considérablement le débat, usant de ses prouesses diplomatiques et de sa réputation d'impartialité pour rapprocher les parties adverses. Malgré l'échec des négociations, ses efforts furent largement salués.
la propulsant comme une artisane de paix potentielle lors de futurs désaccords. Son habileté à traiter avec les délégués des deux factions témoignait de sa sagesse politique et de son engagement à résoudre pacifiquement les problèmes de la France. À mesure que l'année 4009 avançait, la santé d'Isabelle se dégrada de plus en plus. La maladie respiratoire persistante dont elle souffrait depuis la naissance de Marguerite s'aggrava et elle commença à lutter contre la maladie débilitante qui allait finalement la mener à sa perte. Les médecins médiévaux ignoraient que la tuberculose était probablement à l'origine de sa mort, mais ils reconnaissaient que son état était critique. Isabelle affronta la mort avec le même courage dont elle avait fait preuve toute sa vie. Elle organisa méticuleusement l'avenir de ses enfants, leur assurant protection et éducation quel que soit son sort. Parallèlement, elle s'efforça de préserver la position politique de la faction de son mari, pressentant que sa disparition pourrait profiter à leurs adversaires. Ces derniers mois furent consacrés à se préparer à la mort et à passer de précieux moments avec sa famille. Elle persévéra avec acharnement dans ses tâches quotidiennes jusqu'à ce qu'elle en soit incapable, refusant d'être un fardeau pour ceux qu'elle chérissait. Son courageux combat contre une maladie incurable devint une légende, donnant lieu à des contes et des ballades racontées pendant des siècles. Isabelle de Valois expira le 13 septembre 1409, à l'âge de 20 ans. Elle vécut une vie jalonnée de 3 royaumes et de 2 mariages, connaissant l'apogée du pouvoir royal ainsi que les bouleversements politiques. La disparition d'Isabelle suscita le deuil dans toute l'Europe, non seulement parmi sa famille et ses sujets, mais aussi parmi de nombreuses personnes dont elle avait influencé la vie par sa compassion et sa sagacité. Son cortège funèbre, transportant la dépouille d'Isabelle au couvent des Célestins à Paris, fut l'un des plus importants de la France médiévale. Des personnalités venues de diverses régions d'Europe y assistèrent pour honorer une femme qui symbolisait l'équilibre complexe entre courage personnel et nécessité politique qui caractérisait son époque. Charles d'Orléans fut profondément affecté par la disparition de son épouse. Il avait perdu non seulement une compagne chérie, mais aussi une conseillère précieuse et une alliée politique dont les conseils furent essentiels à ses triomphes. Le veuf, désespéré, se remariera plus tard, mais Isabelle et leur joie partagée restèrent de gravés dans sa mémoire. Les enfants d'Isabelle grandirent et jouèrent un rôle important dans l'histoire française et européenne. Charles, son fils, était un poète et mécène renommé, tandis que ses filles obtinrent des mariages avantageux qui consolidèrent la position de la famille d'Orléans. Elles défendirent tous les principes inculqués par leur mère, le courage, l'empathie et l'utilisation des privilèges au profit d'autrui. La disparition d'Isabelle affecta la France et au-delà sur le plan politique, son absence éliminant un élément d'équilibre dans la guerre civile. L'inimitié entre les factions orléanaises et bourguignonnes s'intensifia, rendant le conflit plus dévastateur. La paix qu'elle recherchait resta inaccessible, la France étant aux prises avec des conflits internes pendant des années après sa disparition. Pourtant, l'impact d'Isabelle transcenda les ramifications politiques immédiates. Son héritage perdura bien au-delà. À une époque où les femmes étaient généralement considérées comme des figures politiques passives, Isabelle a su créer un espace d'action autonome et de leadership éthique, servant de modèle à d'autres femmes confrontées à des obstacles similaires. Le courage et l'intelligence dont Isabelle a fait preuve ont été maintes fois cités par les monarques et personnalités politiques qui lui ont succédé, cherchant à repousser les limites du possible pour les femmes dans la fonction publique. Si les historiens modernes hésitent souvent entre l'appréciation de ses réalisations personnelles et le malaise suscité par les circonstances qui ont marqué sa vie, force est de constater l'impact profond qu'elle a eu. L'union d'une enfant de 6 ans avec un homme de 29 ans, bien que politiquement nécessaire à l'époque, va à l'encontre des normes actuelles en matière d'enfance et de consentement. Évaluer Isabelle, selon les critères de contemporains, revient à négliger la profonde humanité de son récit. Née dans un système considérant les enfants royaux comme des atouts stratégiques, elle a surmonté ses contraintes pour se bâtir une vie riche de sens et de réussite. Ces mariages, bien qu'initialement motivés par des facteurs indépendants de sa volonté, ont évolué vers des relations empreintes de respect et d'affection mutuelle. Les turbulences et les troubles politiques qui ont caractérisé son époque n'étaient pas le signe d'une décadence morale, mais plutôt d'une époque où la sécurité personnelle et la validité politique étaient constamment en jeu. La résilience d'Isabelle face à ces adversités, tout en préservant son intégrité et sa compassion, témoigne du potentiel humain persistant de progrès et de force morale. Son récit rappelle que l'histoire englobe non seulement les manœuvres militaires de grande envergure et l'ascension et la chute des empires, mais aussi les vies individuelles qui ont traversé ces événements et les ont influencés par leurs décisions. En choisissant de ne pas être simplement victime des circonstances de son époque, Isabelle de Valois a laissé un héritage qui transcendait les cadres politiques particuliers de son époque.
Un regard sur sa vie à travers les annales révèle à la fois les contraintes et les opportunités inhérentes à l'existence humaine à travers l'histoire. Malgré les normes de son âge et de son sexe, elle a trouvé des moyens de s'affirmer et d'exercer un impact significatif sur son environnement. Son histoire incarne la résilience, l'intelligence et le rejet de l'idée que joie personnelle et responsabilité politique sont incompatibles. Le monde impitoyable et impitoyable qui a donné naissance à Isabelle de Valois était difficilement compréhensible selon les normes modernes. La vie était brève, l'enfance éphémère, et les liens politiques se forgeaient souvent au prix de sacrifices humains. Dans le cadre de ces restrictions, des personnes comme Isabella ont découvert des méthodes pour cultiver la beauté, faire preuve de compassion et tisser des liens qui ont donné du sens à leur vie. Son héritage n'est pas celui d'une victimisation, mais celui d'une capacité à surmonter l'adversité qui aurait brisé une âme plus faible. En substance, le récit d'Isabella rappelle que chaque époque possède ses propres complexités morales et que les peuples d'autrefois, même si leur monde nous paraît étranger, étaient toujours guidés par nos désirs humains fondamentaux d'amour, de sécurité et de raison. Comprendre sa vie, c'est saisir un élément fondamental de la condition humaine. Nous sommes tous façonnés par notre époque, mais capables de nous élever au-delà des contraintes qu'elle impose.